Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des échelles d'évaluation de la douleur. Tout d'abord, pourquoi? Car le soulagement de la douleur est devenu un droit fondamental suite à la loi dite Kouchner du 4 mars 2002. Ensuite, c'est une priorité de santé publique depuis 2004. La prise en charge de la douleur et son évaluation font partie du rôle propre de l'infirmier depuis 2002. L'évaluation de la douleur permet d'objectiver une expérience subjective, car, comme vous le savez, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes. C'est donc un phénomène multidimensionnel. Il n'y a pas forcément de lien entre la lésion tissulaire et l'intensité de la douleur. Quels sont les objectifs de l'évaluation de la douleur? Il s'agit d'identifier systématiquement les patients douloureux et afin de croire à la plainte douloureuse, d'évaluer la cause, le mécanisme, l'intensité et le retentissement de la douleur par des outils adaptés, d'adapter un traitement en fonction du type de douleur et de son intensité, de contrôler l'efficacité du traitement mis en œuvre par une réévaluation, prévenir et ou dépister les effets secondaires, et enfin, c'est un outil commun de communication entre le patient et les soignants. Je vais vous présenter les différentes échelles d'évaluation ainsi que les outils spécifiques. Tout d'abord, les échelles d'auto-évaluation, puis les échelles d'hétéro-évaluation, et enfin les outils spécifiques. L'échelle d'auto-évaluation est l'échelle à privilégier pour évaluer la douleur. C'est le patient lui-même qui l'évalue. Ce sont des échelles unidimensionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne mesurent qu'une dimension de la douleur, son intensité. J'ai classé ici en haut les échelles d'auto-évaluation qui sont adaptées aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes, et en dessous, les échelles spécifiques à la pédiatrie. Tout d'abord, l'échelle visuelle analogique. Il s'agit d'une petite réglette avec deux faces, une face patient et une face de mesure. Le patient pourra bouger le curseur entre pas de douleur jusqu'à une douleur maximale imaginable. Et la personne qui évalue cette douleur pourra lire à ce moment-là le score au niveau de la phase de mesure. L'échelle numérique, elle, va permettre de donner un chiffre à cette douleur. 0, pas de douleur. 10, douleur maximale imaginable. Cette échelle numérique peut être utilisée entre 8 et 10 ans chez l'enfant. L'échelle verbale simple, elle, va donner un qualificatif à cette douleur entre douleur nulle à insupportable. Cette échelle peut être utilisée à partir de 4 ans. Ensuite, nous avons les échelles plus spécifiques aux enfants. L'échelle des visages, qui est couramment utilisée en pédiatrie, de 0 à 10. L'échelle des jetons, peu utilisée en France, c'est une échelle qui avait été créée par une infirmière aux États-Unis. On demande à l'enfant de donner autant de jetons qu'il a de douleur, en fait. Les jetons représentent des morceaux de douleur. Ensuite, il y a le schéma corporel. L'enfant colorie la zone qui est douloureuse avec les couleurs de son choix. C'est lui qui va déterminer l'intensité de la douleur en fonction de la couleur. Ensuite, nous avons les échelles d'hétéro-évaluation. Ces échelles sont à utiliser si l'auto-évaluation n'est pas possible ou éventuellement pour compléter une échelle d'auto-évaluation qui ne serait pas concluante. Ce sont des échelles pluridimensionnelles, appréciant quantitativement et qualitativement différents aspects de la douleur. Alors tout d'abord, nous avons l'Algo+. C'est une échelle basée sur la simple observation. Il s'agit d'évaluer la douleur aiguë chez une personne âgée non communicante ou dyscommunicante. Elle est particulièrement recommandée pour le dépistage et l'évaluation des pathologies douloureuses aiguës comme les fractures, le zona au niveau post-opératoire, l'ischémie, le lumbago, les rétentions urinaires, les accès douloureux transitoires, par exemple les néphralgies faciales ou les douleurs aiguës du cancer, et les douleurs provoquées par les soins ou les actes médicaux diagnostiques. Donc l'échelle Algo+ regroupe 5 items d'observation: l'observation du visage, du regard, des plaintes, du corps et du comportement. Le score est positif quand
il est supérieur ou égal à 2. Attention aux erreurs fréquentes, comme par exemple quand le patient agrippe quelqu'un, il faut coter oui s'il agrippe quelqu'un ou s'il agrippe tout simplement un autre support. Par contre, il faut coter non quand la plainte est liée par exemple à une démence et non à une douleur. Ou il faut coter non pour le comportement quand l'agrippement à la barrière est lié au fait que le patient a peur de tomber et non à cause de la douleur. Ensuite, nous avons l'échelle d'Holo+. Il a été noté que tout changement de comportement chez une personne âgée peut être éventuellement lié à une douleur. Cette échelle d'Holo+ permet l'évaluation comportementale de la douleur chez la personne âgée. Elle a été créée en France en 1996 par le docteur Vary, qui travaillait au centre hospitalier de Metz-Thionville. Elle évalue plutôt la douleur chronique et c'est mieux de coter cette échelle en équipe pluridisciplinaire. Donc, comme vous voyez, elle présente 3 items avec des sous-sections. Le retentissement somatique de la douleur, le retentissement psychomoteur, le retentissement psychosocial. Au niveau somatique, il y a 5 sous-sections, les plaintes somatiques, les positions antalgiques au repos, la protection des zones douloureuses, la mimique et le sommeil. Au niveau psychomoteur, la toilette ou l'habillage, les mouvements. Au niveau psychosocial, les communications, la vie sociale et les troubles du comportement. Ces sous-sections peuvent être cotées de 0 à 3. Il y a douleur si le score est supérieur ou égal à 5 sur 30. À noter que cette échelle nécessite un apprentissage, qu'il vaut mieux l'expérimenter avant de la diffuser, qu'elle nécessite du temps, qu'il est mieux de désigner une personne référente dans une structure de soins qui remplira cette échelle, que ce n'est pas toujours possible de tout remplir une première fois. L'échelle cote la douleur et non la dépression, la dépendance ou les fonctions cognitives. Et il ne faut pas comparer les scores des patients. Enfin, une troisième échelle, c'est l'échelle ECPA, qui est basée sur l'observation du patient avant et pendant les soins. C'est une échelle aussi comportementale pour les personnes âgées, non communicantes. Comme vous le voyez, cette échelle a donc 2 parties, l'observation avant les soins et l'observation pendant les soins. Pour chaque item, il y a des sous-sections, 4 sous-sections à chaque fois. L'une, c'est l'expression du visage qu'on observe, la position spontanée au repos, les mouvements du patient et la relation à autrui. Ensuite, on observe pendant les soins et à ce moment-là, on observe l'anticipation anxieuse, les réactions pendant la mobilisation, les réactions pendant les soins des zones douloureuses et les plaintes exprimées pendant le soin. Et donc, le score de 0, c'est aucune douleur, et 32, c'est une douleur totale. Mais il est plus intéressant d'utiliser cette échelle en notant 2 chiffres, les chiffres avant les soins et le chiffre pendant les soins. Ainsi, par exemple, un patient qui aurait 0 sur 7, on pourra se douter qu'il a des douleurs pendant les soins, et le praticien pourra à ce moment-là permettre de lui prescrire un traitement avant les soins uniquement, et pas de traitement de fond au niveau antalgique. Cette échelle, attention, il faut la faire au moment où on observe le patient, c'est-à-dire réellement avant les soins, parce que sinon, on a tendance à un petit peu changer les choses une fois que le soin a été fait. Et donc, comme je vous ai expliqué, un score avant et pendant les soins, c'est toujours mieux. Et cette échelle nécessite un entraînement. Ensuite, en dessous, donc, nous avons des échelles qui sont plus spécifiques à la pédiatrie. Je les ai classées en échelles qui évaluent la douleur aiguë et les échelles qui évaluent la douleur chronique. Il en existe donc une multitude et chaque échelle a sa spécificité d'âge au niveau pédiatrique.
Donc, nous avons la Neonatal Facial Coding System, NFCS, qui permet de coder la douleur liée aux soins invasifs du nouveau-né. La douleur aiguë, la DAN, douleur aiguë du nouveau-né pour les prématurés jusqu'à 3 mois. La FLAC, Face, Legs, Activity, Cry, Consolability, qui permet d'évaluer la douleur de la naissance à 18 ans. La Comfort Behavior, de la naissance à l'adolescence, est généralement utilisée en réanimation. La PIP, Premature Infant Pain Profile, pour coter la douleur liée aux soins invasifs du prématuré. La CHEOPS, Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale, de la naissance à 7 ans. Et enfin, les Vandol, de la naissance à 7 ans. Je vais vous développer du coup les deux échelles sur ces nombreuses échelles. Tout d'abord, les Vandol. Cette échelle a un large succès en francophonie et est largement utilisée aux urgences et dans les services d'hospitalisation à tout âge. Elle représente l'observation de 5 items: l'expression vocale ou verbale, la mimique, les mouvements, les positions et la relation avec l'environnement. Il y a douleur quand le score est égal à 4 sur 15. Il est recommandé d'évaluer l'enfant en 2 temps, à son arrivée, puis lors de l'examen. C'est la seule échelle qui a été testée pour des situations médicales. Une autre échelle intéressante, c'est la Face Legs Activity Cry Consolability, qui ici c'est noté de 2 mois à 7 ans, mais elle peut être utilisée plus tard, jusqu'à 18 ans. C'est l'échelle recommandée aujourd'hui au niveau international pour mesurer la douleur post-opératoire et la douleur des soins. Et elle comporte 5 items: l'observation du visage, les jambes, l'activité, les cris et la consolabilité. Un score est positif quand il est supérieur ou égal à 3. Ensuite, nous allons aborder les échelles d'hétéroévaluation qui permettent d'évaluer la douleur chronique chez l'enfant. Comme vous le voyez, il y en a plusieurs, donc notamment l'EDIN, l'échelle d'inconfort du nouveau-né, qui va jusqu'à 3 mois. L'OPS, Objective Pain Scale, qui permet d'évaluer la douleur jusqu'à 13 ans. La Miel-Thiessen inversée, qui évalue la douleur post-opératoire de 1 à 7 mois. La DEGR, douleur enfant Gustave Roussy, qui est une échelle française, qui permet de mesurer la douleur installée et prolongée des enfants en atonie psychomotrice de 9 mois à 10 ans. L'EDEN, qui est une version simplifiée de la DEGR, qui permet donc aussi d'évaluer la douleur prolongée de l'enfant en atonie psychomotrice. Et la QDSA, questionnaire de Saint-Antoine, qui permet d'identifier le type de douleur. Donc je vais vous développer 2 échelles. L'EDEN, comme je vous le disais, elle permet de mesurer la douleur prolongée de l'enfant en atonie psychomotrice. C'est une échelle utilisée dans les services d'oncologie pédiatrique en France. On code 5 items: les plaintes somatiques, l'intérêt pour le monde extérieur, la position antalgique, la lenteur et la rareté du mouvement, le contrôle exercé par l'enfant quand on le mobilise. Et le score est positif s'il est supérieur ou égal à 10. Ensuite, nous avons l'EDIN, qui mesure la douleur inconfort du nouveau-né jusqu'à 3 mois. Il y a donc 5 items: le visage, le corps, le sommeil et la relation et le réconfort. Et le score est positif s'il est supérieur à 5. Ensuite, nous allons aborder les outils spécifiques. Ce ne sont pas exactement des échelles, mais des questionnaires. Donc, vous avez l'ADN4, qui permet d'authentifier des douleurs neuropathiques, la déclic, qui est un outil de réflexion pour les équipes, et la DESS, qui permet d'évaluer la douleur chez l'enfant handicapé. Tout d'abord, l'ADN4, elle est utilisée donc lorsqu'on suspecte des douleurs neuropathiques. Le soignant interroge lui-même le patient et remplit le questionnaire.
À chaque item, il doit apporter une réponse oui ou non. Donc il y a 4 grandes questions. La douleur présente-t-elle une ou plusieurs caractéristiques suivantes? La douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants? La douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen met en évidence l'hypoesthésie? La douleur est-elle provoquée ou augmentée par? Donc à la fin du questionnaire, le soignant comptabilise les réponses, 1 pour chaque oui et 0 pour chaque non. La somme obtenue donne le score du patient noté sur 10. Si le score du patient est égal ou supérieur à 4 sur 10, il est positif et donc on peut suspecter fortement des douleurs neuropathiques. Attention, cette échelle peut difficilement être faite chez un patient dyscommunicant puisqu'il doit répondre à des questions. Ensuite, le mieux, c'est qu'un médecin intervienne du coup pour la deuxième partie du questionnaire où il faut identifier des hypoesthésies. Et donc, ça nécessite un examen clinique quand même assez précis. Ensuite, nous avons le questionnaire Déclic, qui est un outil clinique pour se repérer dans la compréhension des cris des patients âgés hospitalisés en structure gériatrique. C'est un outil pédagogique pour faire réfléchir ensemble les équipes médico-soignantes au chevet d'un patient âgé qui crie. L'analyse de ces cris et des comportements agressifs chez le patient permet d'identifier donc 3 grands types de causes. Il a mal, il est mal, il est déficitaire cognitif. Il est démon. Donc c'est un questionnaire qui est assez long à faire, mais en équipe pluridisciplinaire. Il est donc intéressant en gériatrie, mais bon, il prend du temps. Enfin, le DESS, qui est donc un questionnaire pour pouvoir évaluer les douleurs chez un patient polyhandicapé. Donc, elle s'appelle DESS pour douleur enfant Saint-Salvador. Elle est couplée à un dossier de base comprenant 10 questions décrivant le comportement habituel du patient. Donc, comme vous voyez, elle est assez longue. C'est un peu petit au niveau des descriptions, mais il y a de nombreux items à remplir. Le mieux, donc, c'est que cette échelle ce questionnaire soit écrit par la personne qui connaît le mieux l'enfant. Ça peut être parfois à l'aide des parents, par exemple, ou alors des soignants qui sont de proximité. Et quand un item est dépourvu de signification, il vaut mieux du coup le côté 0. La cotation peut être effectuée de façon rétrospective sur 8 heures. Voilà. Pour les échelles d'évaluation, j'espère que cela vous a bien servi. Si vous avez des questions, c'est pour maintenant donc.